l'amphithéâtre empestait l'air recyclé et l'anxiété. Un classique. J'ajustais mes capteurs thermiques pour la 3e fois ce matin-là, essayant de trouver une position confortable dans ces sièges conçus par des humains. Je m'appelle Vorkat et j'enseigne la théorie du combat interespèces à l'Institut militaire galactique, sur la station Apex 9. 23 années de service. 16 espèces différentes sous ma tutelle. Et en tout ce temps, je n'avais jamais rien vu de tel. Elle était assise au dernier rang. Toujours au dernier rang. Elle s'appelait Maya Laurent. À la regarder, on aurait dit l'être le moins menaçant de tout l'auditorium. Petite, selon les standards humains. Peut-être 1,65 m dans leur système de mesure. Une constitution frêle. Des cheveux sombres tirés en arrière dans ce qu'ils appellent une queue de cheval. Elle portait l'uniforme gris standard des cadets, comme tout le monde. Elle ne levait jamais la main, ne se portait jamais volontaire pour répondre, ne causait jamais de problème. Mais voici ce qui faisait s'emballer mon rythme cardiaque secondaire chaque matin. Toutes les espèces prédatrices dans cette salle la pistaient en premier. Pas de manière évidente. Oh non, ce serait trop simple. Les crins, avec leurs 6 yeux à facettes, orientaient juste un réseau de capteurs dans sa direction en entrant. Les chasseurs thraciens, prédateurs alpha d'un monde où tout essayait de vous tuer, marquaient une pause, juste une fraction de seconde, leur attention focalisée sur le dernier rang. Même les Velkori, aveugles comme le vide spatial mais capables de sentir les champs bioélectriques à 30 mètres, inclinaient leur fronde sensorielle vers sa position avant de s'installer. Je suis un Muldrant. Nous ne sommes pas des prédateurs. Nous sommes des analystes, des stratèges, ce que les humains pourraient appeler les intellos de la communauté galactique. Mais l'évolution nous a donné quelque chose d'utile, une sorte de capacité d'évaluation des menaces qui a gardé nos ancêtres en vie lorsque des choses plus grosses et plus méchantes voulaient les manger. Ce n'est pas conscient. C'est plus profond que ça. L'instinct. Et mon instinct me disait que cette petite humaine silencieuse au dernier rang était la chose la plus dangereuse de la pièce. Ce qui était absolument insensé. Je veux dire, regardez la concurrence. Premier rang, côté gauche. C'est Karash, 2,40 m de meurtre écailleux originaire de Trazo Prime. Son espèce a inventé le concept de l'embuscade mortelle. 3 rangs derrière, les jumelles Sela et Mora du collectif Crin, des yeux composés capables de suivre 47 cibles indépendantes simultanément. Elles chassaient en meute bien avant que les humains ne découvrent le feu. Et pourtant, chacun d'entre eux savait où se trouvait Maya Laurent à tout moment. Aujourd'hui, annoncez-je, mon traducteur convertissant mes sifflements et cliquetis en commun galactique, nous allons discuter de l'incident de carton de 2247. Qui peut me dire ce qui a mal tourné? Réponse immédiate de Karash, comme prévu. Le Thraciens adorait ça. Échec tactique, monsieur. Le commandant humain a ignoré le protocole établi et a engagé l'ennemi directement plutôt que de maintenir des positions défensives. Correct. Et le résultat? Victoire totale pour les humains, monsieur, bien qu'ils aient été en infériorité numérique de 4 contre 1. Je, To 8, fis claquer mes mandibules dans ce que les humains appellent un sourire. Précisément, ce qui nous amène à la question du jour. Pourquoi les humains continuent-ils de gagner des batailles qu'ils devraient perdre? Silence. Un silence magnifique et inconfortable. Puis, du dernier rang, si doucement que j'ai failli le manquer. Parce que nous sommes trop stupides pour savoir que nous sommes censés perdre. Toutes les têtes se tournèrent. Maya n'avait pas bougé, n'avait même pas levé les yeux de sa tablette. Mais elle avait parlé, et maintenant toute la salle était focalisée sur elle. Développé, cadet Laurent. Elle leva enfin les yeux, et je vis quelque chose scintiller dans ce regard brun. De l'amusement, peut-être, ou était-ce du calcul? La plupart des espèces de la galaxie se battent logiquement, monsieur. Elles évaluent les menaces, calculent les probabilités, prennent des décisions rationnelles basées sur les données disponibles. Les humains ne font pas ça. Nous évaluons la situation, décidons que c'est impossible, et le faisons quand même parce que, je cite, ça a l'air cool. Un rire ondulant traversa la section des Velkori. Même Karash émit le cliquetis qui passait pour de l'humour chez les Thraciens. Vous dites que les humains sont irrationnels? Je dis que nous sommes créatifs, monsieur. Il y a une différence. J'activai l'affichage holographique, faisant apparaître une carte tactique du système carton. Très bien. Testons cette créativité.
Vous commandez la frégate humaine Défiance. 3 croiseurs Xeltari vous ont encerclé près du champ d'astéroïdes. Vos boucliers sont à 40%. Système d'armes endommagé, moteur compromis. Décision logique, Karash? Le Thraciens n'hésita pas. Reddition, préserver l'équipage, vivre pour combattre un autre jour. Cadet Laurent? Elle étudia l'affichage pendant exactement 4 secondes. Puis elle sourit, et je jurai que chaque prédateur dans la pièce le ressentit. J'éprônerai le croiseur central à pleine puissance, en utilisant l'explosion pour déstabiliser le champ d'astéroïdes. Ce qui créerait une cascade de débris qui endommagerait ou détruirait les 2 autres croiseurs. Pendant ce temps, mon équipage évacuerait dans les capsules d'urgence, préprogrammées pour ressembler à des débris supplémentaires. Les capteurs Xeltari seraient submergés. Le temps qu'ils comprennent ce qui s'est passé, mes gens seraient récupérés par nos renforts. Que j'aurais déjà appelé parce que je ne suis pas une idiote. Et nous aurions éliminé 3 croiseurs avec une frégate qui était de toute façon déjà morte. Silence complet et absolu. Puis Karash dit, très lentement. C'est de la folie. Oui, approuva Maya, toujours souriante. Mais est-ce que ça marcherait? Je lançai la simulation. Cela prit 37 secondes. L'ordinateur était d'accord avec elle. 73% de probabilité de succès, ce qui en termes militaires équivalait presque à une garantie. Cela fonctionnerait, admis-je. Cela violerait aussi 16 règlements différents, vous vaudrez une cour martiale et déclencherait probablement un incident diplomatique. Mais votre équipage survivrait, et l'ennemi serait neutralisé. Monsieur. Je la regardais vraiment. Et pour la première fois, je commençais à comprendre ce que mes instincts hurlaient depuis 3 mois. Cette humaine n'était pas juste dangereuse, elle était dangereusement intelligente. Il y a une différence. Le reste du cours se déroula normalement, ou aussi normalement que possible après l'intervention de Maya. J'exposais les faits historiques réels, les tactiques utilisées, les résultats. Du classique, mais je remarquais des choses que je n'avais pas vues auparavant. Chaque fois que je présentais un scénario tactique, son regard devenait lointain un instant. Elle lançait des simulations, calculait. Et occasionnellement, juste occasionnellement, ses lèvres s'étiraient en ce petit sourire, comme si elle venait de comprendre une blague que personne d'autre n'avait encore saisie. C'était terrifiant. Le cours se termina. Les étudiants sortirent. Le chaos habituel des différentes espèces essayant de naviguer à travers des portes conçues pour les humains. Maya fut la dernière à partir, comme toujours. Elle marqua une pause à mon bureau. Monsieur, puis-je poser une question? Bien sûr, cadet. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Direct, sans préambule, très humaine. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. Si, vous comprenez. Elle inclina la tête, m'étudiant comme un scientifique étudie un spécimen particulièrement intéressant. Vous m'observez depuis le premier jour de cours. Pas de manière évidente. Vous êtes trop professionnel pour ça. Mais je remarque les choses. Alors, pourquoi? J'envisageais de mentir, puis décider contre. Cette humaine verrait clair dans mon jeu. Parce que chaque prédateur dans cette classe vous piste en premier. Parce que mes instincts d'évaluation des menaces, qui ont gardé mon espèce en vie pendant 4 millions d'années, disent que vous êtes l'être le plus dangereux de cette pièce. Et parce que je n'ai aucune idée du pourquoi. Elle resta silencieuse un moment. Puis ce sourire à nouveau, celui qui faisait sauter mon cœur secondaire. Bons instincts, monsieur. Elle partit. Je restai assis là pendant 10 minutes, traitant simplement cette interaction. Bons instincts. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce une menace? Une plaisanterie? Une simple reconnaissance? J'ouvris son dossier. Des informations standards. Né sur Terre, ville appelée Portland. Major de sa promotion dans une institution appelée Reed College. Aucun antécédent militaire. Candidature à l'Institut Galactique sur une bourse civile. Résultat au test hors norme. Évaluation physique, moyenne à légèrement supérieure à la moyenne pour les humains, ce qui signifiait pathétiquement faible selon les standards galactiques. Mais il y avait une note dans son évaluation psychologique. Juste une ligne ajoutée par l'évaluateur humain. La candidate démontre une résolution créative de problèmes exceptionnels et une aisance inhabituelle avec les scénarios à haut risque.
Recommande un placement tactique avancé. Aisance avec les scénarios à haut risque. J'ouvris les fichiers de l'incident de carton, les vrais, pas les versions édulcorées pour l'enseignement. Je commençais à lire les rapports après action. Et c'est là que je le trouvais. L'officier commandant du Défiance, celui qui avait réussi cette victoire impossible? Le commandant Elisabeth Laurent. La mère de Maya. Oh, non. Le cours suivant eut lieu 3 jours plus tard. Travaux pratiques de combat interespèces. Pas de théorie cette fois. Combat simulé réel dans les modules de RV avancés de l'Institut. Les étudiants seraient divisés en escouades mixtes et passeraient par divers scénarios. Les postes de commandement tourneraient. J'étais très curieux de voir ce qui se passerait quand Maya Laurent prendrait le commandement. Les modules étaient à la pointe de la technologie. Immersion sensorielle totale. Rétroaction neurale. La totale. Ça ne pouvait pas vraiment vous blesser, mais votre cerveau penserait certainement le contraire. Nous avions 6 escouades aujourd'hui. L'escouade 3 comprenait Maya, Karash, un Velkhori nommé Tresh, et 2 crins, les jumelles Sela et Mora. La rotation du commandement serait aléatoire. Je me tenais sur le pont d'observation avec mon assistant d'enseignement, un jeune Velkhori nommé Prin, qui apprenait encore l'art subtil de ne pas se faire manger par les espèces prédatrices de nos classes. Quelle escouade devrions-nous surveiller en premier, monsieur? Escouade 3. Une raison particulière? Une intuition. Les scénarios se chargèrent. Du standard. L'escouade 3 obtint la pacification urbaine. Une situation désordonnée impliquant des populations civiles et des hostiles cachés. Premier commandant, sélectionné aléatoirement, Cadet Laurent. Évidemment. Je me penchai en avant, observant l'affichage tactique. L'escouade apparut dans une ville en ruine. Fumée et débris partout. Leur mission, localiser et extraire un groupe de diplomates retenus en otage par des insurgés. Limite de temps, 30 minutes. Condition d'échec, perte parmi les diplomates ou perte de l'escouade dépassant 20%. Approche standard, avancer prudemment. Utiliser une force écrasante. Extraire les cibles. Exfiltrer. Maya ne fit pas ça. Karash, j'ai besoin que tu fasses du bruit. Beaucoup de bruit. Secteur nord, à environ 4 pâtés de maison de notre position. Casse des trucs. Rugis beaucoup. Sois terrifiant. Le Thracien parut confus. Vous voulez que j'annonce notre position? Je veux que tu annonces une position, oui. C'est là, Mora, j'ai besoin de vous dans les airs. Vous avez la meilleure portée visuelle. Trouvez-moi l'emplacement des otages et toutes les positions ennemies. N'engagez pas, faites juste un rapport. Et moi, demanda Tresh, les frondes sensorielles du Velkhori frémissant d'anticipation. Tu es avec moi. Nous allons descendre la rue principale comme si les lieux nous appartenaient. C'est du suicide, protesta Karash. Non, c'est de la diversion. Tu es la menace sur laquelle ils vont se concentrer. Les jumelles sont les yeux dont j'ai besoin. Tresh et moi serons ceux qu'ils ne verront pas venir. Maintenant, bougez. Nous avons 28 minutes. Je regardais la scène se dérouler. Karash chargea vers le nord, faisant assez de bruit pour réveiller les morts. Chaque position insurgée s'orienta immédiatement sur sa localisation, exactement comme Maya l'avait prévu. Les jumelles crins montèrent à la verticale, leurs yeux à facettes cataloguant chaque menace à portée visuelle. Et Maya et Tresh marchèrent simplement le long de l'artère principale, sans se cacher, sans se faufiler, juste 2 cadets faisant une promenade dans une zone de guerre. C'est insensé, chuchota Prin à côté de moi. C'est brillant, corrigez-je. Parce que les insurgés ne cherchaient pas des promeneurs. Ils cherchaient du tactique. Ils s'étaient préparés pour des équipes d'assaut, pour des infiltrations furtives, pour la doctrine militaire standard. Ils ne s'étaient pas préparés à voir 2 cadets marcher dans la rue comme s'ils allaient chercher un café. Maya et Tresh atteignirent le bâtiment où les otages étaient retenus. 10 insurgés à l'intérieur, 20 autres dispersés dans la zone. Tous concentrés sur le carnage de Karash au nord. C'est là, Mora, donnez-moi un schéma en cascade à mon signal. Commencez par la position alpha, travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre. Tresh, quand il tombe, on entre directement, vite et silencieusement. Karash, quand tu entends les explosions, silence radio total et dirige-toi vers le point d'extraction bêta.
Reçu, 23 réponses distinctes. Top. Les jumelles Crin plongèrent. Pour n'importe quel observateur, cela aurait ressemblé à un simple passage de mitraillage, mais Maya avait calculé les angles parfaitement. Chaque explosion créait des motifs de débris qui bloquaient les lignes de vue, désactivaient les communications et rassemblaient les insurgés dans des zones mortelles où ils ne pouvaient pas se soutenir mutuellement. Tresh et Maya passèrent la porte d'entrée alors que le bâtiment tremblait encore. Le sens électrique du Velkhori marqua chaque hostile. L'arme de poing de Maya aboya 2 fois, 3 fois, 4 fois. Précis, efficace, brutal. 90 secondes plus tard, ils évacuaient 3 diplomates très confus. Karash, qui était devenu silencieux comme ordonné, apparut au point d'extraction exactement à l'heure prévue. Toute l'escouade monta dans le transport. Mission accomplie, 0 perte. Temps écoulé, 14 minutes. Je m'adossai dans mon fauteuil, traitant ce dont je venais d'être témoin. Monsieur ? Prince semblait inquiet. Est-ce normal pour les humains de se battre comme ça ? Non, dis-je lentement. Ce n'est normal pour personne de se battre comme ça. Le débriefing après la simulation fut intéressant. Maya se tenait au repos pendant que je passais en revue sa performance. Le reste de l'escouade 3 avait l'air d'avoir été percuté par un transporteur de fret. Cadet Laurent, expliquez votre raisonnement tactique. Vitesse et confusion, monsieur. La doctrine standard dit d'avancer prudemment, de minimiser les risques. Mais la prudence est lente. Et la lenteur donne aux ennemis le temps de se préparer, de se repositionner et de blesser les otages. J'ai priorisé la vitesse sur la sécurité. Vous avez utilisé le cadet Karash comme appât. J'ai utilisé le cadet Karash comme distraction, monsieur. Il y a une différence. Il n'a jamais été en danger réel. Les insurgés avaient besoin d'une menace sur laquelle se concentrer, quelque chose qui correspondait à leurs attentes. Karash leur a donné cela pendant que les jumelles et moi faisions le vrai travail. Karash grogna quelque chose qui aurait pu être de l'approbation. Difficile à dire avec les Thraciens. Et l'approche directe, marcher dans la rue principale ? Les humains ont un dicton, monsieur, se cacher à la vue de tous. Personne ne s'attend à ce qu'une équipe de combat marche simplement. Ils s'attendent à de la furtivité ou à une charge. Marcher les perturbe, les fait hésiter. Et l'hésitation est synonyme de mort au combat. Où avez-vous appris des tactiques pareilles ? Ma mère, monsieur. Commandant Elisabeth Laurent. Elle disait que la meilleure façon de gagner un combat est de forcer votre ennemi à livrer une bataille différente de celle pour laquelle il s'est préparé. Voilà, la confirmation. Votre mère est la Laurent ? Le commandant de Carton ? Oui, monsieur. Elle vous a appris la manœuvre des pronages aussi ? Ce sourire encore. En fait, monsieur, j'ai inventé celle-là toute seule. Maman disait que j'avais un don pour la destruction créative. Elle le disait comme un compliment. Bien sûr que oui. Le reste du débriefing se déroula sans accroc. Mais je continuais à penser aux mots de Maya. Forcez votre ennemi à livrer une bataille différente de celle pour laquelle il s'est préparé. C'était la clé pour comprendre le succès militaire humain. Ils ne gagnaient pas parce qu'ils étaient plus forts, plus rapides ou mieux armés. Ils gagnaient parce qu'ils changeaient le jeu à chaque fois, forçant tout le monde à jouer selon des règles qui n'existaient pas encore. 2 semaines passèrent, plus de cours, plus de simulations. Maya tourna dans les postes de commandement et à chaque fois, elle faisait quelque chose d'inattendu. Pas accent grave-l'œil, pas stupide, juste différent. Des angles que personne d'autre ne voyait, des solutions que personne d'autre n'envisageait. Les cadets des espèces prédatrices commencèrent à demander des transferts vers son escouade. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Le deuxième avertissement vint quand je passais en revue les dossiers du personnel tard une nuit. Je cherchais des modèles, essayant de comprendre la dynamique qui se développait dans ma classe. Et je remarquai quelque chose d'étrange. Chaque cadet d'espèce prédatrice qui avait servi sous le commandement de Maya dans les simulations avait amélioré ses scores de performance individuelle. Pas d'un peu, de beaucoup. 20, 30, parfois 40% d'augmentation en évaluation tactique, conscience situationnelle et efficacité au combat. Elle les rendait meilleurs simplement en travaillant avec eux. Comment ? Je sortis les images de surveillance des modules de simulation, regardant ces interactions, et je le vis. Après chaque scénario, victoire ou défaite, Maya parlait à son escouade.
Pas un débriefing, pas des critiques, juste parler, poser des questions. Karash, qu'as-tu remarqué sur le positionnement ennemi? Tresh, quand as-tu senti l'embuscade pour la première fois? C'est là, Mora, quel motif avez-vous vu d'en haut? Elle ne leur enseignait pas. Elle apprenait d'eux. Et en lui expliquant leurs instincts et observations, ils apprenaient à mieux se comprendre eux-mêmes. C'était du judo pédagogique, utilisant leurs propres forces pour les rendre plus forts. Terrifiant d'efficacité. Je programmais une réunion privée avec Maya. Elle arriva exactement à l'heure, bien sûr. Et s'installa dans la chaise face à mon bureau, avec ce calme énervant qu'elle avait toujours. Cadet Laurent, j'ai passé en revue vos performances. Oui, monsieur. Vous rendez les espèces prédatrices meilleures dans leur rôle de prédateur. Elle inclina légèrement la tête. Est-ce un problème, monsieur? Cela dépend de vos intentions. Mes intentions sont d'obtenir mon diplôme, monsieur. De devenir officier dans la flotte de défense galactique. De servir avec honneur. Du classique. Rien n'est classique chez vous, cadet. Elle rit. Elle rit vraiment. C'est juste, monsieur. D'accord, vous voulez la vraie réponse? Je les rends meilleurs parce que j'ai besoin qu'ils soient meilleurs. Parce que nous allons tous servir ensemble un jour, probablement plus tôt que nous ne le voudrions. Et quand cela arrivera, je veux que les êtres qui couvrent mes arrières soient absolument les meilleurs possibles. En leur apprenant à penser comme des humains? Non, monsieur. En leur apprenant à penser comme eux-mêmes, mais en mieux. Karash est un prédateur d'embuscades et d'égimes. C'est dans son ADN. Mais il n'utilisait pas son plein potentiel car il essayait de se battre comme les manuels disent de se battre. Je lui ai juste montré comment être plus lui-même. Pareil pour les autres. Elle se pencha en avant. Et pour la première fois, je vis quelque chose de sérieux dans ses yeux. Quelque chose qui allait au-delà des tactiques et des simulations. Monsieur, les humains sont faibles. Nous le savons. Nous sommes lents, fragiles, et nous n'avons pas de griffes, d'armure ou de sens électrique, ni aucun des avantages que les autres espèces possèdent. Alors nous avons appris à utiliser notre cerveau, à être créatifs, à penser de travers. Et nous avons appris à travailler avec des espèces qui ont les avantages qui nous manquent. C'est comme ça que nous survivons. C'est comme ça que nous gagnons. En étant des multiplicateurs de force pour tous ceux qui nous entourent. Multiplicateurs de force. Bien sûr. C'est ce qu'était Maya Laurent. Pas dangereuse en elle-même, bien que je commençasse à soupçonner que cette évaluation soit fausse aussi. Mais dangereuse parce qu'elle rendait tout autour d'elle plus dangereux, plus efficace, plus létal. Pas étonnant que les prédateurs la pistent. Merci, cadet. Ce sera tout. Elle se leva pour partir, puis marqua une pause. Monsieur, encore une chose. Oui. Vous êtes un bon professeur. Mais vous avez peur de nous, des humains, de moi spécifiquement. Vous le cachez bien, mais je peux le voir. Et je veux juste que vous sachiez que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Pourquoi pas? Ce sourire. Ce maudit sourire. Parce que nous sommes dans le même camp, monsieur. Et tant que c'est vrai, vous êtes l'être le plus en sécurité de la galaxie. Elle partit. Je restai assis là un long moment, réfléchissant à ces mots, aux implications, à ce que cela signifiait que cette petite humaine silencieuse puisse faire cette déclaration, et au fait que je la croyais complètement. L'examen final approchait. Un scénario de combat à grande échelle impliquant les 6 escouades travaillant ensemble. Structure de commandement mixte. Paramètres de mission inconnus jusqu'au lancement. Le scénario s'adapterait en fonction de leurs actions, répondant intelligemment aux tactiques et à la stratégie. C'était conçu pour être brutal. Les affectations de commandement seraient annoncées le matin de l'examen. Mais j'avais déjà décidé. Maya Laurent aurait le commandement tactique global. Pas parce qu'elle était la meilleure élève, bien qu'elle le fût. Pas parce qu'elle était humaine, bien que cela jouât un rôle. Parce que je voulais voir ce qu'elle pouvait faire quand tout était en jeu. Parce que j'avais besoin de savoir si mes instincts étaient justes. Parce que chaque prédateur de ma classe attendait de la suivre. Et parce que, au fond de mon cortex d'évaluation des menaces, quelque chose hurlait que c'était important. Que cette humaine silencieuse du dernier rang allait tout changer. Je n'avais aucune idée à quel point j'avais raison. Le matin de l'examen final arriva.
Les 24 cadets étaient rassemblés dans la salle de briefing, une énergie nerveuse remplissant l'air. J'activai l'écran principal. Votre examen final commence dans 30 minutes. Le commandement tactique global sera tenu par le cadet Laurent. Les postes de commandement de soutien seront assignés comme suit. J'énumérai la structure de commandement. Karash dirigerait l'élément de frappe. Les jumelles Crin s'occuperaient de la reconnaissance. Tresh commandait les unités de soutien. Des affectations standards basées sur les forces des espèces. Maya se tenait là, absorbant l'information. Son expression était neutre. Mais je voyais ses yeux passer d'un nom à l'autre, d'une position à l'autre, construisant déjà un modèle mental de la façon d'utiliser chaque atout. Les paramètres de mission seront révélés une fois que vous serez dans la simulation. Vous n'aurez aucun temps de préparation. C'est délibéré. Votre note sera basée sur l'adaptabilité, l'efficacité du leadership et le succès de la mission. Les pertes seront lourdement pénalisées. Des questions? Silence. Bien. Vérification de l'équipement dans 10 minutes. Rompez. Ils sortirent, tous sauf Maya, qui resta en arrière. Monsieur, pourquoi moi pour le commandement global? Parce que vous êtes le meilleur penseur tactique de cette classe. Karash a plus d'expérience au combat. Tresh a une meilleure conscience situationnelle. Les jumelles ont une coordination supérieure. Selon n'importe quel standard mesurable, ils sont mieux adaptés pour le commandement. Mais vous pensez que je ferai quelque chose auquel aucun d'eux ne penserait? Le ferez-vous? Ce sourire. Probablement, monsieur. C'est ce sur quoi je compte, cadet. Ne me décevez pas. Non, monsieur. Elle partit. Je sortis les paramètres du scénario, les révisant une dernière fois. La simulation que j'avais conçue était basée sur un événement historique réel. La bataille de la station Thermopolis, où une petite garnison avait retenu une flotte d'invasion assez longtemps pour que les renforts arrivent. Un scénario défensif. Ressources limitées. Forces ennemies écrasantes. Un barreau d'honneur classique. Je me demandais comment Maya gérerait cela. Quelle folie créative elle inventerait quand il n'y aurait aucune bonne solution. Seulement de mauvaises options et de pires options. 20 minutes plus tard, les 24 cadets étaient dans leur module. Lien heureux établi. Chargement de la simulation. J'observais depuis le pont d'observation, Prin à mes côtés prenant des notes. Le scénario s'initialisa. Station Thermopolis. Une plateforme orbitale vieillissante orbitant autour d'un astéroïde riche en minéraux. 6 escouades de défenseurs. Armement minimal. Capteur longue portée détectant une flotte en approche. 47 vaisseaux. Principalement des croiseurs et des destroyers avec 3 vaisseaux de classe Porte-Neuf. Temps avant l'arrivée de la flotte, 4 heures. Renfort, 6 heures minimum. Mission, tenir la station jusqu'à l'arrivée des renforts. La voix de Maya traversa le canal de commandement, calme et clair. À toutes les unités, ici Laurent. Rapport de situation. Nous sommes en infériorité numérique, en infériorité de puissance de feu, et coincés sur une station qui était obsolète il y a 20 ans. Notre mission est de ne pas mourir pendant les 6 prochaines heures. Je suis ouverte aux suggestions. Elle venait de dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, reconnaissant la situation impossible, mais l'encadrant aussi avec un humour noir, très humain, ce qui aiderait à maintenir le moral. Défense de la station? C'était Karash. Minimal. 8 tourelles de défense ponctuelles, toutes antiques. 4 tubes lance-torpilles, 12 torpilles au total. Un canon électromagnétique lourd qui pourrait tirer 2 fois avant de griller. Des boucliers qui n'arrêteront absolument rien. On pourrait essayer de se battre de manière conventionnelle, et on tiendrait peut-être 30 minutes. Donc on ne se bat pas de manière conventionnelle, dit Tresh, comprenant où elle voulait en venir. Exactement. C'est là, Mora. J'ai besoin d'un scan complet de ce système. Chaque astéroïde, chaque champ de débris, chaque morceau de roche flottant plus gros qu'une capsule de transport. Karash. Inventorie chaque ressource sur cette station. Armes, carburant, équipement industriel, tout. Tresh, tu es aux communications. J'ai besoin de connaître la composition de la flotte ennemie, sa formation et son vecteur d'approche. Ordre donné.
Les escouades sautèrent sur leurs tâches, et je commençais à comprendre. Maya ne prévoyait pas de défendre la station. Elle prévoyait de transformer le système entier en armes. 3 heures avant l'arrivée de l'ennemi. Maya avait réuni tous les chefs d'escouade dans le centre de commandement de la station, une pièce exiguë qui sentait le vieux métal et le désespoir. D'accord, voici ce qu'on a. Elle afficha un hologramme du système. L'astéroïde Thermopolis a une teneur en fer de 73%. L'équipement minier sur cette station comprend 6 découpeurs plasma industriels, 2 catapultes électromagnétiques pour lancer les conteneurs de minerais, et une raffinerie qui est encore partiellement fonctionnelle. Le champ d'astéroïdes entre nous et le vecteur d'approche ennemi contient environ 4000 objets plus gros qu'une capsule de transport. Karash se pencha en avant, ses écailles reflétant la lumière bleue de l'écran. Tu veux faire de l'extraction minière pendant une bataille? Non, je veux transformer tout ce champ d'astéroïdes en le plus grand fusil à pompe de la galaxie. Silence. Un silence magnifique et confus. Maya continua, ses doigts dansant sur l'écran. Les catapultes peuvent accélérer un conteneur de 10 tonnes à 0,03 de la vitesse de la lumière. On ne peut pas les viser sur des vaisseaux. Ils bougent trop vite. Mais on peut les viser sur des emplacements prévisibles. La flotte ennemie maintiendra sa formation à travers le champ d'astéroïdes parce que c'est ce que disent les manuels tactiques. Leur défense ponctuelle peut gérer les astéroïdes. Ce qu'elle ne peut pas gérer, ce sont des astéroïdes qui explosent soudainement en milliers de fragments de fer voyageant à des vitesses relativistes. Tu veux transformer des astéroïdes en armes à sous-munitions, dit Tresh lentement, ses frondes sensorielles frémissant de ce qui aurait pu être de l'excitation ou de l'horreur. Exactement. Nous utilisons les découpeurs plasma pour évider 20 astéroïdes, les remplissons de fragments de fer raffinés des réserves de la station, puis utilisons les catapultes pour les lancer sur le chemin de l'ennemi. Nous les réglons pour détonner sur déclencheurs de proximité, que nous pouvons fabriquer à partir des systèmes de guidage des torpilles. La flotte vole droit dans un champ de débris se déplaçant assez vite pour percer leurs boucliers. Cela fit claquer ses mandibules. C'est soit du génie, soit de la folie. Pourquoi pas les deux? Maya sourit. Mora, toi et ta sœur placerez les charges. Vous avez la meilleure conscience spatiale. Karash, ton équipe s'occupera de la découpe et du remplissage. Tresh, j'ai besoin de toi pour coordonner les calculs des catapultes. Le timing doit être parfait. Si on lance trop tôt, ils le verront venir. Trop tard, et on manque complètement la cible. Que feras-tu? Demanda Karash. Je vais m'assurer qu'ils volent exactement là où nous le voulons. Le travail commença. J'observais depuis le pont d'observation alors que 24 cadets se transformaient, passant d'étudiants à autre chose. Quelque chose de concentré et dangereux. Les jumelles Crin volaient à travers le champ d'astéroïdes avec des charges plasma, leurs yeux à facettes traquant des trajectoires qui m'auraient donné la migraine. L'équipe de Karash utilisait l'équipement industriel comme des outils chirurgicaux, sculptant les cœurs d'astéroïdes avec une précision surprenante. Tresh effectuait des calculs qui auraient mis à rude épreuve un ordinateur militaire, ajustant la rotation, la vélocité et un millier d'autres variables. Et Maya coordonnait tout cela, sa voix stable sur le canal de commandement, encourageant, corrigeant, adaptant le plan à mesure que de nouveaux problèmes émergeaient. 2 heures avant le contact. 18 astéroïdes modifiés en position. 2 autres en cours de préparation. Les réserves de minerais de la station étaient presque épuisées, ce qui était bien car Maya avait une autre utilisation pour le matériel restant. Karash, prends ton équipe et soude des plaques de fer sur la coque extérieure de la station. Concentre-toi sur le côté faisant face à l'approche ennemie. Nous avons besoin que cela ressemble à une fortification pour un siège. Ne sommes-nous pas en train de fortifier pour un siège? Nous créons un leurre. L'ennemi doit croire que nous prévoyons une défense conventionnelle. Sinon, ils pourraient changer leur vecteur d'approche, et tout notre piège échoue. 30 minutes plus tard, la station ressemblait à une tentative de blindage faite de ferraille et de désespoir, ce qui était exact, sauf que le blindage était cosmétique, conçu pour créer de fausses lectures de capteurs suggérant que la station était plus défendue qu'elle ne l'était réellement. 1 heure avant le contact. Tous les astéroïdes en position. Catapultes chargées et visées. Les armes minimales de la station armée et système de ciblage en ligne. Pas qu'elle ferait grand bien. Maya avait positionné toute la force de défense à l'intérieur de la station, loin des hublots, derrière des portes anti-souffle. Monsieur, chuchota Prin à côté de moi, elle ne positionne personne pour se battre réellement.
Non, convainc-je. Elle les positionne pour survivre. 45 minutes. Les capteurs longue portée détectèrent la flotte ennemie. 47 vaisseaux, exactement comme prédit. Ils maintenaient une formation de pénétration standard. 3 porte-nefs au centre, croiseurs et destroyers disposés en sphère protectrice autour d'eux. La voix de Maya résonna sur le canal de commandement. Tresh, j'ai besoin que tu envoies une transmission à la flotte ennemie. Posture défensive standard. Dis-leur que nous sommes une station d'entraînement avec un armement minimal et demandons un passage sûr pour les non-combattants. Pourquoi ferions-nous cela, demanda Tresh. Parce que chaque seconde qu'ils passent à considérer notre demande est une seconde où ils maintiennent leur cap et leur vitesse actuelle. Aussi, cela nous fait paraître désespérés et impuissants. Nous sommes désespérés et impuissants, gronda Karash. Oui, mais ils n'ont pas besoin de savoir que nous avons un plan. La transmission fut envoyée. La réponse de la flotte ennemie arriva 3 minutes plus tard. Rendez-vous ou soyez détruits. Rhétorique d'agresseur standard. Maya fit envoyer à Tresh une autre transmission, celle-ci plus implorante, achetant 2 minutes supplémentaires. 20 minutes avant le contact. La flotte ennemie entra dans le champ d'astéroïdes, système de défense ponctuel actif, vaporisant tout rocher s'approchant trop près. Leur formation était parfaite. Précision militaire de manuel. Ils se dirigeaient exactement là où Maya le voulait. À toutes les unités, tenez-vous prêtes. Ne tirez pas avec les armes de la station. Ne faites rien qui pourrait leur faire changer de cap, attendez juste. 15 minutes. Les destroyers de tête passaient le premier groupe d'astéroïdes modifiés. Les déclencheurs de proximité s'armèrent automatiquement, attendant que les porte-nefs atteignent la position optimale. 10 minutes. Je pouvais sentir la tension à travers les flux d'observation. 24 cadets retenant leur souffle, regardant les capteurs, attendant le moment. 5 minutes. Les porte-nefs entrèrent dans la zone mortelle. Mora, allume-les. La jumelle Crin activa la séquence de détonation. 20 astéroïdes explosèrent simultanément, chacun libérant des milliers de fragments de fer, accélérés à 0,03 de la vitesse de la lumière par les bobines magnétiques des catapultes. Le résultat fut spectaculaire et horrifiant. Les systèmes de défense ponctuels de l'ennemi essayèrent de répondre, mais on ne peut pas abattre un nuage de débris. Les fragments frappèrent leur formation comme un coup de fusil cosmique. Les boucliers flamboyèrent et échouèrent. Le blindage de coque fut vaporisé. 3 destroyers se désintégrèrent simplement, leur intégrité structurelle compromise par des milliers d'impacts à hypervélocité. Un porte-nef prit un coup direct dans sa section moteur et s'éteignit, tournoyant dans l'espace. La formation se dispersa, les vaisseaux s'éloignant du champ de débris, essayant de se regrouper, ce qui était exactement ce que Maya attendait. Karash, feu avec le canon lourd. Vise le porte-nef encore mobile sur le flanc gauche. L'ancien canon rugit, ses bobines hurlant alors qu'elles accéléraient une limace de tungstène à des vitesses ridicules. Le tir fut parfait, perçant les boucliers affaiblis du porte-nef et pénétrant profondément dans sa coque. Le navire gita lourdement, laissant échapper de l'atmosphère. Tresh, feu toute torpille. Cible les croiseurs essayant de se reformer sur notre droite. 12 torpilles lancées, s'étalant selon un motif qui força les croiseurs à choisir entre prendre des coups ou briser davantage la formation. Ils choisirent de briser la formation, ce qui signifiait qu'ils ne se soutenaient plus mutuellement. C'est là, Mora, c'est à vous. Frappez les navires endommagés. Faites-leur croire que nous avons plus de puissance de feu que nous n'en avons. Les jumelles s'élancèrent de la station, transportant des explosifs improvisés fabriqués à partir de charges minières. Ce n'étaient pas des armes militaires, mais sur des navires déjà endommagés, déjà paniqués, elles n'avaient pas besoin de l'être. 2 autres destroyers entrèrent en phase critique, leurs réacteurs en surcharge. La flotte ennemie était dans le chaos. Ce qui aurait dû être un assaut facile sur une station sans défense s'était transformé en cauchemar de champs de débris, de menaces cachées et d'embuscades dévastatrices. Et Maya n'avait pas fini. À toutes les unités, abandonnez la station. Je répète, abandonnez la station. Rejoignez les capsules d'évacuation maintenant. Quoi? Karash semblait confus. Nous sommes en train de gagner. Non, nous sommes en train de survivre. Il y a une différence. Ils ont encore plus de 30 vaisseaux fonctionnels. Une fois regroupés, ils vont raser cette station par pure rancune.
Alors on part. Maintenant. Les cadets se ruèrent vers les capsules d'évacuation, petites, rapides et avec des signatures de capteurs minimales. Ils décollèrent par groupes de 4, se dispersant dans différentes directions, se rendant impossible à cibler. Et Maya resta derrière, seule dans le centre de commandement, les doigts volants sur les commandes. « Cadet Laurent, que faites-vous » demandai-je par le canal de commandement. « J'achète du temps, monsieur. L'ennemi va se regrouper d'une seconde à l'autre. Quand ils le feront, ils cibleront la station avec tout ce qu'ils ont. Mais si je peux leur faire croire que nous ripostons encore, ils se concentreront sur la station au lieu des capsules. Vous allez mourir. Probablement pas, monsieur. J'ai un plan d'évasion, en gros. Elle activa tous les systèmes restants sur la station. Tourelle de défense tirant en automatique. Réseau de capteurs diffusant de faux signaux. Même les feux de navigation commencèrent à clignoter selon des motifs suggérant de multiples vaisseaux s'amarrant et décollant. La flotte ennemie, meurtrie et en colère, vit une station qui se battait encore. Ils se regroupèrent, 29 navires restants formant une ligne de bombardement. Et ils ouvrirent le feu. Je regardais avec horreur alors que les éclairs de plasma et les missiles convergeaient vers la station Thermopolis. L'ancienne structure, déjà affaiblie par des décennies de négligence, commença à se disloquer sous l'assaut. Cadet Laurent, évacuez immédiatement. Encore 10 secondes, monsieur. Je dois m'assurer qu'il s'engage. Les boucliers de la station, tels qu'ils étaient, cédèrent. Des brèches dans la coque éclatèrent à travers de multiples sections. Des explosions internes ondulaient à travers la structure. Maintenant, ce serait bien, Maya. La voix de Karash, tendue par l'inquiétude. J'y suis. Maya sprinta à travers la station mourante, se dirigeant vers la dernière capsule d'évacuation. Les portes anti-souffle se fermaient brutalement derrière elle, les systèmes automatisés essayant de contenir les dégâts. Elle sauta par-dessus une poutre de soutien effondrée, glissa sous un conduit d'alimentation crachant des étincelles, et plongea à travers l'écoutille de la capsule, juste au moment où le couloir derrière elle décompressait explosivement. La capsule décolla, ses minuscules moteurs hurlant alors qu'elle s'éloignait de la station à la poussée maximale. 3 secondes plus tard, le réacteur de la station Thermopolis entra en phase critique. L'explosion fut massive, une étoile miniature s'épanouissant dans les ténèbres de l'espace. L'onde de choc attrapa 2 croiseurs ennemis qui s'étaient trop approchés, les projetant l'un contre l'autre et les envoyant tous deux valdinguer, hors de combat. 27 vaisseaux ennemis restaient, toujours plus que suffisants pour traquer les capsules d'évacuation. Mais ils ne le firent pas, car à ce moment précis, la flotte de renfort arriva. 6 croiseurs lourds, 2 cuirassés et un groupe aéronaval complet sortirent de l'hyperespace à la lisière du système. La flotte ennemie jeta un coup d'œil au renfort frais, et évalua son propre état endommagé et décida que la prudence était la meilleure façon d'éviter d'être vaporisé. Ils battirent en retraite, s'éloignant en boitant à toute vitesse. Les capsules d'évacuation furent récupérées. Tous les 24 cadets présents à l'appel. Secoués, mais vivants. Succès de la mission. 0 perte. Flotte ennemie repoussée avec des pertes significatives. Je restais assis sur le pont d'observation, fixant l'affichage tactique, essayant de traiter ce que je venais de voir. Monsieur ? La voix de Prin était toute petite. Cette humaine vient-elle de transformer un exercice d'entraînement en véritable doctrine militaire ? Oui, dis-je lentement. Oui, elle l'a fait. Le débriefing dura 3 heures. Chaque cadet dut fournir un compte rendu détaillé de ses actions, de son processus de décision, de son évaluation du leadership. Procédure standard. Mais rien dans tout cela n'avait été standard. Le commandant de l'Institut y assista personnellement. L'amiral de la flotte Corvax, un Thraciens qui avait vu plus de combats que la plupart des espèces n'en avaient vu dans toute l'histoire de leur civilisation. Il écouta les rapports, examina les journaux des capteurs et étudia la relecture tactique. Puis il regarda Maya, qui se tenait au garde-à-vous devant son bureau, et dit « Cadet Laurent, en 30 ans d'examen d'épreuve finale, je n'ai jamais rien vu de tel que ce que vous avez fait aujourd'hui. » Merci, monsieur. Je n'ai pas dit que c'était bien. J'ai dit que je ne l'avais jamais vu. L'expression de Maya ne changea pas. Oui, monsieur. Vous avez détruit la propriété de l'Institut. Vous avez militarisé de l'équipement minier civil. Vous avez utilisé des cadets comme appât, comme experts en démolition et comme leur.
Vous avez transformé un scénario défensif en embuscade offensive. Vous avez violé environ 47 règlements, 3 traités, et au moins une loi de la physique que j'essaie encore de comprendre. Oui, monsieur. Korvax s'adossa dans son fauteuil. Et vous avez sauvé chaque vie sous votre commandement, tout en infligeant des pertes catastrophiques à une force ennemie largement supérieure en n'utilisant rien d'autre que la créativité, le désespoir et de l'équipement industriel. C'était la mission, monsieur. Tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Nous avons tenu. Vous avez fait plus que tenir, cadet. Vous avez gagné. Il marqua une pause. Je vous donne les meilleures notes de l'histoire de cet institut. Je signale également votre dossier pour un placement immédiat sur la voie du commandement après l'obtention du diplôme. Et je recommande que votre approche tactique soit étudiée et intégrée dans notre programme de guerre avancé. Pour la première fois, Maya parut surprise. Monsieur? La galaxie change, cadet Laurent. De nouvelles menaces émergent. Les vieilles tactiques échouent. Nous avons besoin d'officiers qui peuvent penser différemment, qui peuvent transformer les désavantages en avantages, qui peuvent gagner des batailles qui devraient être ingagnables. Il fit un geste vers l'affichage tactique, montrant toujours l'épave de la station Thermopolis. Vous venez de prouver que les humains ont quelque chose que le reste d'entre nous doit apprendre. La capacité de regarder une situation impossible et de trouver une solution que personne d'autre n'envisagerait même. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je n'aurais pas pu le faire sans mon escouade. La précision de Karash, les calculs de Tresh, l'exécution de Sela et Mora. Ils m'ont fait confiance, ont suivi mes plans insensés et ont fait en sorte que ça marche. C'est la vraie leçon ici. Non pas que les humains sont spéciaux, mais que lorsque différentes espèces travaillent ensemble, combinant nos forces, nous devenons quelque chose de plus grand que n'importe lequel d'entre nous pourrait l'être seul. Korvax l'étudia un long moment, puis il fit claquer ses mandibules dans ce qui passait pour un sourire thrassien. Bien dit, cadet. Rompez. Maya salua et partit, mais le commandant me fit signe de rester. Vorkat, votre évaluation du cadet Laurent? Je choisis mes mots avec soin. Elle est l'étudiante la plus douée tactiquement que j'ai jamais enseignée, monsieur. Elle est aussi la plus dangereuse. Pas parce qu'elle veut causer du tort, mais parce qu'elle voit des possibilités que les autres ne voient pas. Elle transforme des ressources ordinaires en armes extraordinaires. Elle rend tout le monde autour d'elle meilleur dans son travail. Et elle a un instinct pour trouver la faiblesse exacte dans n'importe quelle situation et l'exploiter sans pitié. Vous décrivez un officier parfait. Ou un désastre parfait, monsieur. Cela dépend de quel côté elle se trouve. Et de quel côté est-elle? Le nôtre, monsieur. Complètement et sans réserve. Elle croit en la flotte de défense galactique, en la protection des innocents, au travail commun au-delà des frontières des espèces. Cette croyance est authentique. Je l'ai testée intensivement. Korvax hocha la tête lentement. Bien. Parce que des officiers comme elle n'apparaissent qu'une fois par génération. Nous devons nourrir ce talent, le canaliser et nous assurer qu'il est utilisé à bon escient. D'accord, monsieur. Elle sera diplômée dans 2 semaines. Je veux que vous la recommandiez pour votre cours de tactiques avancées le trimestre prochain. Celui où nous enseignons aux cadets supérieurs comment se battre contre des probabilités impossibles. Monsieur, elle vient de démontrer qu'elle sait déjà comment faire ça. Exactement. Ce qui signifie qu'elle peut l'enseigner aux autres. Et quelque chose me dit que nous allons avoir besoin de beaucoup plus d'officiers capables de penser comme Maya Laurent. La cérémonie de remise des diplômes fut le faste militaire habituel. Discours sur l'honneur, le devoir, le sacrifice. Cadet en uniforme de gala. Famille regardant fièrement via holoconférence. Les traditions habituelles. Mais quand le nom de Maya Laurent fut appelé, quelque chose de différent se produisit. Chaque espèce prédatrice de la promotion se leva. Thraciens, Crins, Velkori, même quelques Elturis qui restaient normalement entre eux. Ils se tinrent au garde à vous, un geste de respect normalement réservé aux officiers supérieurs. Maya traversa l'estrade, reçut sa commission d'enseigne dans la flotte de défense galactique et serra la main de l'amiral Korvax. Les prédateurs se rassirent. Je la rattrapai après la cérémonie, dans le couloir à l'extérieur de l'auditorium. Félicitations, enseigne Laurent. Merci, professeur Vorkat. Elle sourit. J'ai entendu dire que vous m'aviez recommandé pour votre cours avancé. C'est le cas.
Quelqu'un doit enseigner à la prochaine génération de cadets comment transformer des astéroïdes en armes à sous-munitions. Elle rit. C'était un coup unique. Probablement. J'en doute fort. Je marquai une pause, considérant mes prochains mots. Maya, quand vous êtes arrivée pour la première fois à cet institut, je vous ai observé. Chaque prédateur de la classe vous pistait, et je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Je pensais peut-être que vous étiez dangereuse. J'avais tort. Je n'étais pas dangereuse? Oh, vous l'étiez. Vous l'êtes. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils vous pistaient. Je fis un geste vers l'auditorium. Ils vous pistaient parce qu'ils ont reconnu quelque chose en vous. Quelque chose de primal. Vous n'êtes pas un prédateur, mais vous avez l'instinct d'un prédateur pour trouver la faiblesse et l'exploiter. Vous avez la patience d'un prédateur, attendant le moment parfait pour frapper. Et surtout, vous avez le respect d'un prédateur pour la meute. Vous rendez votre meute plus forte, et les prédateurs comprennent cela. Ils font confiance à cela. Maya resta silencieuse un moment. Ma mère m'a dit quelque chose un jour. Elle a dit que les humains ne sont pas l'espèce la plus forte, la plus rapide ou la plus résistante de la galaxie. Mais nous sommes les meilleurs pour nous faire des amis. Et à la fin, cela compte plus que toute autre chose. Votre mère est une femme sage. Elle a aussi dit de ne jamais se battre à la loyale si on peut l'éviter, et qu'en cas de doute, il faut faire sauter quelque chose et s'enfuir. Donc, vous savez, des conseils équilibrés. Je fis claquer mes mandibules avec amusement. Où serez-vous stationné? Frégate de patrouille Valiant. Patrouille frontalière dans les confins extérieurs. Pas glamour, mais c'est un début. Les confins extérieurs s'échauffent ces derniers temps. Activité pirate. Dispute territoriale. Rumeur de quelque chose de plus gros bougeant dans l'ombre. Je sais. Son sourire s'effaça légèrement, remplacé par quelque chose de plus sérieux. C'est pourquoi ils ont besoin d'officiers qui peuvent penser de manière créative. Qui peuvent transformer les désavantages en avantages. Qui peuvent protéger les gens même quand les probabilités sont terribles. Vous ferez bien, enseigne. Essayez juste de ne pas faire sauter trop de stations. Pas de promesses, monsieur. Elle salua, nette et professionnelle, puis s'éloigna. Je la regardai partir, cette petite humaine qui avait tout changé, et je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir. Parce que la galaxie était dangereuse, et devenait plus dangereuse chaque jour. Mais si Maya Laurent était l'avenir de la flotte de défense galactique, alors peut-être, juste peut-être, que nous irions bien. 3 mois plus tard, j'enseignais un autre cours quand la nouvelle tomba. La frégate Valiant avait engagé une flotte pirate dans les confins extérieurs. En infériorité numérique de 5 contre 1. Cela aurait dû être un massacre. Au lieu de cela, le Valiant avait utilisé l'interférence électromagnétique d'une nébuleuse voisine pour masquer son approche, tiré une volée de leurre de capteurs pour confondre le ciblage ennemi, puis éperonner le vaisseau amiral pirate à pleine vitesse pendant que l'équipage évacuait dans des capsules de sauvetage. La collision avait désactivé 3 autres navires pirates, et le chaos résultant avait permis au vaisseau de patrouille à proximité de nettoyer le reste. 0 perte sur le Valiant, à part le vaisseau lui-même. Flotte pirate complète neutralisée. L'officier commandant du Valiant déposa une citation formelle pour son officier tactique, citant, et je cite, « une résolution de problèmes créatifs sans précédent et une volonté inquiétante de détruire son propre navire si cela signifiait accomplir la mission. » L'officier tactique était l'enseigne Maya Laurent. Je lus le rapport 3 fois, puis commençai à rire. Je ne pouvais pas m'en empêcher, car bien sûr qu'elle l'avait fait. Bien sûr qu'elle avait pris les tactiques de son examen final et les avait adaptées à une situation de combat réel. Bien sûr qu'elle avait transformé une frégate en arme cinétique. Bien sûr qu'elle avait gagné un combat ingagnable en changeant les règles. C'était ce que faisaient les humains. C'était ce que faisait Maya Laurent. Et alors que j'étais assis dans mon bureau, regardant ce rapport, je réalisais quelque chose d'important. Mes instincts avaient vu juste depuis le début. Elle était dangereuse. Terrifiante et dangereuse. Mais elle était notre genre de dangereuse. Et la galaxie était un endroit plus sûr grâce à cela. 6 mois après cela, je reçus un message personnel. Court, direct, très Maya. Professeur Vorkat, merci de m'avoir appris que la créativité compte plus que la force. J'utilise cette leçon pour protéger les gens qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes.
Aussi, j'ai peut-être accidentellement lancé une nouvelle doctrine tactique appelée réaffectation dynamique des ressources, ce qui est juste une façon sophistiquée de dire utiliser tout comme une arme. Le commandement de la flotte ne sait pas s'ils doivent me promouvoir ou me faire passer en cour martiale. J'ai pensé que vous apprécieriez l'ironie. Enseigne Laurent. J'envoyais une réponse. Enseigne Laurent, je ne suis pas surpris. Essayez de ne pas éperonner trop d'autres vaisseaux. C'est mauvais pour vos perspectives de promotion. 6 juin également le programme de mon cours de tactiques avancées. Vous êtes programmé pour donner une conférence le trimestre prochain sur la guerre non conventionnelle. Essayez d'éviter d'enseigner aux cadets trop de façons de faire sauter les choses. Professeur Vorkat. Sa réponse arriva 30 secondes plus tard. Pas de promesse, monsieur. Je souris. Parce que c'était Maya Laurent. C'était l'humanité. C'était l'avenir. Dangereux. Créatif. Inarrêtable. Et assis au dernier rang, calme et modeste. Jusqu'au moment où il changeait tout. La galaxie ne serait plus jamais la même. Et honnêtement, j'avais hâte d'y être. Parce que quand vous avez les humains de votre côté, impossible signifie juste que vous n'avez pas encore trouvé la bonne solution. Et Maya Laurent était très douée pour trouver des solutions. Même si ces solutions impliquaient généralement des explosions, du chaos et un mépris total pour la doctrine militaire conventionnelle. Surtout dans ces cas-là.